Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire d'une série que la Fédération française de rugby organise sur le champ des sciences et du rugby. Je m'appelle Julien Pissionne, je suis responsable du département d'accompagnement à la performance et des sciences du sport de la FFR et je suis heureux de vous accueillir ici nombreux sur ce premier séminaire qu'on a dû, suite à la crise du Covid, adapter et proposer en une version webinaire. Et c'est avec beaucoup de bonheur justement qu'on a organisé ceci, parce que vous êtes déjà plusieurs centaines à être présents pour cette première session. L'organisation souhaitée sera de se prendre un rendez-vous tous les jeudis à 16h30 pour parler d'un thème qui va concerner bien sûr le champ du rugby, et pas que. C'est ça qu'on invitera beaucoup d'amis à nous, et qui cherchera à traiter de différents domaines en lien principalement avec la performance. Le premier thème qui va être confié à Julien Robineau, préparateur physique de l'équipe de France A7 olympique, mais également titulaire d'un doctorat de sciences, et donc qui sera, il me semble, bien placé pour animer cette première session qui va concerner le développement des qualités neuromusculaires du joueur de rugby. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole pour faire l'introduction de ce premier webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec grand plaisir que je vais animer la session de l'après-midi, première session d'une longue série, comme l'a présenté Julien. Le séminaire de cet après-midi va traiter de l'entraînement des qualités neuromusculaires chez le joueur de rugby. Donc c'est une thématique qui est super importante en temps normal pour le joueur de rugby, qui doit être fort, puissant, rapide. Et c'est une thématique qui a une connotation particulière dans le contexte actuel, parce qu'on sait tous que nos joueurs, suite à cette période de confinement, se sont pour la plupart fortement désentraînés sur ces qualités neuromusculaires de force, de vitesse et de puissance. Donc c'est vraiment une thématique qui est à l'ordre du jour et qui est d'actualité. Alors le programme de l'après-midi est le suivant. Nous allons avoir 3 interventions d'une durée de 20 à 30 minutes. Chacune d'entre elles sera enchaînée par une petite période de questions. On aura une première intervention de Jono Weekly qui sera en anglais, mais je suis persuadé que la qualité de sa présentation rendra la compréhension très très facile. On parlera de Velocity Based Training Method. Une deuxième intervention où on recevra un duo avec Patrick Chassin et Pierre Samosino, où on parlera de l'utilisation de la relation force-vitesse afin d'optimiser la performance en sprint. Et une troisième intervention faite par moi-même, on abordera la spécificité de la vitesse en rugby avec les notions de changement de direction et de changement de rythme. Je vous ai parlé de la partie réservée aux questions à la fin de chaque intervention. Donc, vous pouvez utiliser la rubrique questions et réponses qui se trouve juste en bas du bandeau, en bas de votre écran. Le principe est que vous posiez votre question par écrit, que les autres participants votent pour elle. Les questions jugées les plus pertinentes, à la fois par le modérateur et le public, seront donc posées à la fin de cette intervention. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première intervention de Jono Weekly. Jono est maître de conférence à l'Australian Catholic University et collabore également avec l'université de Leeds. Il est également consultant en sciences du sport pour la province du Queensland, en Super Rugby donc. Ses recherches concernent majoritairement le développement des qualités de force chez le joueur de rugby. Comme je l'ai dit, son intervention sera centrée autour de la Velocity Based Training Method. Donc, en gros, comment utiliser la vitesse d'exécution d'un mouvement, la vitesse de déplacement des charges pour quantifier la charge d'entraînement de manière optimale. Donc, l'objectif étant d'optimiser le stimulus neuromusculaire.
par rapport à une méthode traditionnelle basée sur un nombre de répétitions en fonction d'un RM, par exemple. So, Jono, let's go. You have a presentation of 20 minutes, and after maybe it will be followed by 5-10 minutes of question. So let's go for your presentation. It's a pleasure for us to receive you today. Thank you very much. So thank you very much for having me. I apologize, I cannot speak in French, but I know one word and it is papillon, so I think that is butterfly. And but I will leave it to English, so I apologize in advance. But my name's Jonathan Weekly, and I'm going to speak about velocity-based training and taking kind of a lot of that theory that we know about velocity and resistance training and trying to apply it into an actual practical situation. And this is just such a broad topic, and unfortunately we can't touch everything, but I'm going to touch upon some of the highlights about velocity-based training and what I find quite exciting. Also, I've utilized Yann Lemure's Little White Men, so it is my way to say thank you to Yann Lemure. So, before every presentation, I like to start with a few questions. And probably the first question I need to ask strength and conditioning coaches is that, do we utilize strength results from 2 weeks earlier to guide our prescription? Do we utilize them from 4 weeks earlier? Do we utilize them from 4 days earlier? Because we know that strength changes day to day. We know that athletes change day to day. The next question I want to ask is, do we prescribe the same repetition ranges for strength, power, and hypertrophy for different athletes? Because those RM tables, those repetition maximum tables that we are often taught to utilize, have over 400% variance in them. So what's a stimulus for one person and making someone train to failure isn't even training half to failure for another athlete. When you're prescribing work for an athlete, do you manipulate the training session if athletes have had a high volume training session earlier in the day? For example, if they had done a heavy contact session and then they were following that by a resistance training session, because we know that there will be more fatigue in the athlete and they won't be as strong. So what was originally 70% of 1 RM may now be 85% of 1 RM. And finally, do we keep the same weight and repetition ranges throughout a session? Because we know that as you fatigue throughout a session, the bar feels like it gets heavier. Additionally, we know that the fatigue will make it harder and harder to keep on generating force. And we know that athletes have different strength endurance characteristics. So while I'm not here to tell you what to do, I'm just here to point out some facts that we know influence our athletes when they train. So the next question I guess is, what is velocity-based training? And velocity-based training is simply a method that uses velocity to inform or enhance training practice. And then we need to understand why velocity, because we could utilize a range of different kinetic and kinematic principles. For example, why don't we use force-based training? Because that'd be cool, that'd be fun, like Star Wars, and everyone talks about force. But we know that force is dictated largely by the mass on the bar. So it would be impossible to compare athletes and control for fatigue with force, because the load on the bar is what's dictating force, predominantly. Additionally, all us coaches, we aim for power. We want powerful athletes. So why not power-based training? But we know that power is also influenced by force. So that kind of goes out the window. So that sort of leaves us with velocity. And there's some really exciting things about when we start looking at velocity. First of all, when we start utilizing velocity, we know that there's a near perfect inverse relationship between weight lifted and barbell velocity. I.e., as the bar gets heavier, the bar moves slower. Additionally, we know that barbell velocity corresponds with the percentage of an athlete's 1 RM.
So 0.7 meters per second might correspond with 65% of an athlete's 1 RM in the back squat. We also know that this is relatively stable across days. So if you are squatting 0.7 meters per second, and that's approximately 65% of your 1 RM, well, we know that the next day, if we come back, it will still be 65% of your 1 RM. Additionally, we know that as fatigue increases, there is a transient decline in exercise velocity, which we also know as fatigue. We also know that these decreases in velocities occur until a terminal velocity loss threshold is reached. For example, the load on the speed of the last repetition of a set to failure is always consistent, irrespective if it's your 5 RM, your 1 RM, your 10 RM, your 20 RM. The speed on the last repetition is consistent. So when we start to think about velocity-based training, there's actually so many broad applications we can utilize, and we've done so much research in the area. Therefore, when someone says, do you utilize velocity-based training? I'm always confused because I'm thinking, well, that's like saying, do you utilize percentages to train with, or do you utilize oxygen to breathe? Because velocity-based training is such a broad topic. But we know that we can utilize velocity in the most simplest form, for example, feedback for acute performance enhancement, or we could go all the way up to implementing it across full velocity-based programming. And today I'm going to speak primarily on relative velocity loss thresholds and how we can implement it in a periodized model. So let's just dive into feedback for acute performance enhancement and work our way up to the top end. But firstly, we know that feedback of velocity enhances motivation, competitiveness. We can also see that it enhances training outputs. So the moment you start giving your athletes feedback, we can enhance their psychological state and improve their training. Additionally, we also know that this improved training quality helps dictate the adaptive process. So athletes get stronger and faster and more powerful. Additionally, we can monitor or assess adaptations with velocity, and coaches have been doing this for years. And this is just a study that I did back in 2018, demonstrating that we can monitor changes in performance by monitoring velocity. So as you can see here, when we compared barbell jump squats versus hex bar jump squats, we can see that the athletes got stronger, or they could generate more force under a given load, which helped them train at a faster velocity. Additionally, we can monitor fatigue across training sessions with velocity, and we're currently doing this in Super Rugby. So I like the idea of invisible monitoring. And what we can now do with training, with velocity-based training, is we can assess adaptations or detraining, and we can monitor these changes across time. So we can see if an athlete is fatigued or maybe adapted to a certain stimulus, and we can monitor the athletes with a set load, and we can see how their velocity changes over time. Additionally, we know we can calculate daily 1 RM because we know that the 1 RM of each lift has a certain velocity, and we know that that the load velocity relationship has a nearly perfectly linear. But finally, for the prescribing relative velocity loss thresholds for training, this is where I think some of the most exciting breakthroughs in resistance training and science have occurred. So I'm a pretty simple man, and when I look at training, I like to look at things as an external, an internal, and an adaptive outcome. So what do I mean by external? I mean what's going on externally for the athlete. So first of all, if we dive into the external response when we utilize a relative velocity loss threshold. So first of all, we can prescribe from velocity. We know that because we know that if you prescribe with a speed, well, a speed is consistent across days. That doesn't matter if you're fatigued from training on the field or you're coming in fresh.
It doesn't matter if your load velocity profile changes, because we know a speed is a set speed. We also know that athletes are different and that athletes change across days and they have different strength endurance characteristics. And when we apply a relative velocity loss threshold, we can standardize the amount of fatigue that is occurring within an athlete. Some athletes might need more, some athletes might need less. But we can embrace this heterogeneity between athletes and make them train until we have a standardized fatigue response. And as you can see in this example here, we had an endurance athlete and a sprinter complete repetitions until a standardized velocity loss threshold. Great, the endurance athlete might have utilized a lighter weight, but they had to also do more repetitions. And that's because they had more endurance characteristics. Furthermore, by applying a relative velocity loss threshold, we can ensure that what is an external stimulus for one person can be a consistent external stimulus for another person. And then we can embrace the athlete's fatigue at different rates. As you can see here, we've had athletes complete different velocity loss thresholds, and one athlete might do 20 repetitions in a training session and another athlete might do 55 repetitions in a training session, but they've still completed repetitions down to complete a standardized amount of fatigue. Furthermore, when we're looking at the external stimulus, which helps drive the internal stimulus, velocity-based training helps us control across and within the session. So what do I mean by that is when we compare velocity-based training with a relative velocity loss threshold, we can ensure that the training is consistent across the sets, where when we utilize a percentage-based training method, the bar gets slower and slower and slower as we train. This is because a fatigue accrues. But with velocity-based training, we can modify the load and manipulate the fatigue response. So what is occurring in the first set is occurring in the third set or the fifth set, and we can control the kinetic and kinematic outputs. So now that we've talked about the external stimulus and why velocity-based training is important, we can also start to look at the internal response. So the internal response is so important because it helps us control the adaptive outcome. So if we're thinking about applying a velocity loss threshold, we know that by applying velocity loss thresholds, we can control the changes in neuromuscular function because we're controlling the amount of fatigue that is imposed on the athlete. In a 10% velocity loss threshold, we can see that there is less fatigue being applied than a 20 or a 30%. Likewise, a 20% has less neuromuscular changes in neuromuscular function than a 30% velocity loss threshold. But this makes sense because we're able to modify the amount of work they have to complete and their proximity to failure. Additionally, and this is absolutely amazing to me, is that we can also modify or moderate the amount of lactate accumulation that accrues across this training session. So a 10% velocity loss threshold has a different lactate accumulation than a 20% or a 30%. Furthermore, we can change the perception of effort within a training session. So a smaller velocity loss threshold will induce a smaller perception of effort compared to a 30% velocity loss threshold. However, most importantly, is that as strength and conditioning practitioners, we don't care if you can do something once. We care if you can do something time and time again. That's why our research group thought it was so important to assess the long-term reliability of velocity-based training and whether velocity loss thresholds can consistently induce the same neuromuscular, metabolic, and perceptual response. And what we showed here was that if we do a training session with a velocity loss threshold and ask them to go away for 4 weeks or 6 weeks or 8 weeks or 12 weeks, it doesn't actually matter, and then ask them to come back and complete start with the same velocity and train down to the same velocity-based threshold, we can induce almost identical neuromuscular, metabolic, and perceptual responses.
And these are very, very consistent with within-day and short-term between-day reliability studies. So this is absolutely mind-blowing for me, because as strength and conditioning coaches, we can now prescribe training that is consistent across time. Because no one cares if you can do something once in pre-season. We want to be able to do it time and time again throughout the whole season. Finally, when we start to look at the adaptive response, we know that with a greater velocity loss threshold, we're going to ask our athletes to do more work. However, when you utilize a smaller velocity loss threshold, we may be able to induce greater strength and power adaptations. A greater velocity loss threshold may be able to increase greater cross-sectional area adaptations. But what gets really interesting is that when we utilize different velocity loss thresholds, we can target different myosin heavy chain fibers. And we can see here with smaller velocity loss thresholds and reducing the proximity to absolute failure, we can manage to hold on to those explosive type 2 fibers that are so important for athletic performance. Furthermore, we can see that if we induce greater amounts of fatigue, we can start to transition those type 2 fibers more towards type 1 or fatigue resistant fibers. When we compare velocity-based training with velocity loss thresholds to percentage-based training, we can moderate the amount of volume, strength, and power responses, and we can preferentially develop these characteristics. Furthermore, we can alter the perception of effort across the entire training block, and we know that by applying velocity-based training, we can actually prescribe a load and make sure our athletes are consistently achieving what we thought they were achieving. As you can see in the top graph here, you can see that athletes were supposed to be, in the percentage-based training group, were supposed to be training at a much greater velocity. But because of fatigue across the microcycle and mesocycle, they were consistently training at a slower velocity, and consequently, they found this form of training harder. So with velocity-based training, we can have greater control over our prescription. And simply, we know that with velocity-based training and velocity loss thresholds, we can induce different acute and chronic adaptations. For example, smaller velocity loss thresholds might induce greater power development, while a greater velocity loss threshold might cause greater changes in muscle cross-sectional area. But I guess what's important is to think about how we can apply velocity-based training. And the thing about velocity-based training is if you can do it with percentages, you can do it with velocity as well. And we can apply everything we know about velocity-based training to traditional periodized models. So what we know about periodization is that it is the logical and systematic sequencing of training factors in an integrative fashion in order to optimize specific training outcomes at predetermined time points. It's just that VBT, or velocity-based training, allows for standardized prescription of load. We can control the fatigue responses, also controlling the kinetic and kinematic outputs. There's no reason why we can't utilize a block periodized model, and we could just apply a greater velocity loss threshold in the first 4 weeks, and then we can phase potentiate this into a strength mesocycle and then into a power mesocycle that has a smaller velocity loss threshold. There's no reason why we can't do these things. Furthermore, there's no reason why we can't utilize traditional linear periodized models either. We can just start the load at a lighter load. So we can start this with a lighter intensity and apply a 20% threshold and just progressively increase the load across the weeks. And if you're like me and utilize daily undulating periodization across the training mesocycle for team sports, there's no reason why we can't have a strength endurance day, a strength day, and a power day. So for me, to kind of sum all of this up, we know that athletes fatigue at different rates during training. It's just often we forget these things and we get into the habit of saying, oh, 3 times 10 or 5 times 5. However, we know that that might not be optimal for our athletes. Athletes require different amounts of a given stimulus depending on their muscular endurance characteristics. And athletes have different physiological characteristics. And athletes generate different amounts of fatigue between sessions.
However, with velocity-based training, we can accurately prescribe the load, irrespective of fatigue, because the velocity is constant. 0.6 will always be 0.6 meters per second. With velocity, we can train and target specific physiological characteristics and mitigate fatigue responses depending on our needs. And by implementing velocity into a session, we can improve motivation and competitiveness. With relative velocity thresholds, we can target specific physiological outcomes that can be replicated irrespective of training history. And we know that can't be done with traditional percentage-based training because athletes change across days. And the implementation of VBT can easily fit within the periodized model. So that's pretty much it for me. Again, I apologize for not being able to speak French, and if there's anything I can help with in particular or any discussions I can have, please feel free to contact me on my email or contact me on Twitter. Either one is fine. Yeah, and if it's, please feel free to reach out at any time. It would be lovely to hear from you. Thank you very much. Thanks, John, for this presentation. It was very clear. I know that's not easy for you because you are in Australia at this moment, and with the jet lag, it's maybe midnight or 1 a.m. for you. So thanks for the quality of the presentation. We have few questions. So we have few questions for you. Sure. Maybe I see that Cedric would like to ask to you 2 short questions. Maybe Cedric will give you the end, and you can do a mix of your 2 short questions. So let's go, Cedric. Oh, hey Matt, could you hear me? Yes, Cedric. Yeah, it was a good presentation, Matt. Well done. I just like a quick one will be, what will be your main advice for SNCs starting to implement velocity-based training in their practice? Yeah, mate, I think that's a good question. And velocity-based training is such a broad spectrum, but I think honestly, it is so easy to prescribe, to utilize velocity just to motivate your athletes. It is so easy just to say, just to put the GymAware iPad in front of them and just provide them feedback. It's like having multiple coaches across in the gym, and it is like having more hands, so we can also retrospectively look at the athlete's performance. So from my perspective, the most easiest way is just by having it in front of them and being able to motivate them and improve their competitiveness. We all know that athletes are competitive, and some athletes want to be able to be the strongest in the room or the fastest moving individual in the room. And from what I've seen is that athletes are so competitive that they try harder and harder when they're competing with at a certain load with the feedback of the velocity. So probably the implementation of feedback is probably the easiest way to start, and it's so simple. You don't even have to do anything. Right, it makes sense. It makes sense. Well, the next part of my question was about obviously, like some SNC don't have the technology available to use VBT. So, in which extent I could get the similar outcome with repetition in reserve? What's your thought about it? Yeah, definitely. And I think I almost need to say this. It's not like I am a part of the VBT Illuminati. You know, at the end of the day, I am all I want is athletes to be more powerful and more explosive and be able to win on the field. And one of the reasons that repetitions in reserve and RPE and the great work from Eric Helms and Zoidos and all those sorts of blokes is that it helps auto-regulate our training based on physiological characteristics. And one of the benefits of our repetitions and reserves, that helps us auto-regulate things very, very efficiently. But the thing is we also have athletes who don't understand the repetitions in reserve, and they maybe sometimes don't want to do too much work. So I think having the conjunction of VBT and repetitions in reserve can work really, really well together.
there has been research which has compared RPE and repetitions in reserve, and having that objective data is more beneficial. But I think that if you don't have the technology, our repetitions in reserve is an outstanding alternative, and it can really help you. You can help you control for those differences in physiological characteristics between athletes. Right. Okay. Good stuff, mate. I'll give them back the mic because it could last a full day, but well done. Well done. Thank you. Okay. Thank you, Cedric, for your question. I have some question for you also. Yes. Don't know, but we will see after, because I would like that Nathan, we have time for a short question yet. So Nathan, yes, you can ask your question now to Jono, please. Yes. So I just I have some response after my question because of your presentation, but I want to know what about physiological changes in fatigue that we don't have, or if it's the same if you keep the same speed, so Sure. like less weight, but we always work in the same range of work. Yeah, no. Nathan or Netana, that is a phenomenal question. That's such a good question, and it's something that I get asked all the time. So when we utilize a velocity loss threshold, we can ask the athletes to train to a certain proximity to failure. So what that allows us to do is make sure that our athlete actually getting consistently to the amount of consistently to the proximity of failure that we want. If we want our athletes to train to failure all the time, then we just go, okay, well, train down to the velocity one, the V1RM, or the terminal velocity threshold. But if we want to if we want to remove the fatigue, we can apply a velocity loss threshold that is very small. Now, when we utilize percentage-based training, if we say complete 5 repetitions, well, I don't know about you, but you're probably fitter than me, and you'll probably be able to complete 10 repetitions. But we also, someone like me, I might only be able to complete 4 repetitions. The thing is with those percentage-based tables is that there's over 400% variation in and how many repetitions an individual can complete. So what velocity-based training does is it helps standardize the level of fatigue we're asking our athletes to train down to. So if we want to get them really close to absolute fatigue, we can just ask them to train closer to failure. It is not necessarily about reducing the load and asking them to train at a set speed. It's more about trying to change our mindset and say we want to apply a certain amount of fatigue. And that's one of the best things about velocity loss thresholds, is because we can objectively make sure athletes achieve a desired level of fatigue. And that might be, you might complete 10 reps and I might only complete 5 reps. But it's okay because it's standardized between us. Okay, thanks. Thank you. Thanks for the question and the answer. Thank you, Nathan. We have to stop now. There are a lot of other questions, Jono, but I invite all the participants to put your question on your Twitter, maybe, or yes, please. Any social network. Yeah, absolutely. There are a lot of other questions, and we have to go forward to the next presentation. That's brilliant. Well, thank you very much, and please feel free to reach out anytime. Thanks a lot. I don't know if you will go to sleep now, or if you will stay a little bit more time with us. Bye bye. Thanks a lot. Ciao. Donc, on va maintenant enchaîner sur une deuxième présentation qui sera cette fois-ci donc en français. On va maintenant accueillir Pierre Samozino, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Savoie. Ses thématiques de recherche sont centrées sur l'analyse des propriétés musculaires et sur la biomécanique de course. Il a un intérêt fort porté sur le sprint notamment, avec plusieurs publications à son actif sur la fameuse relation force-vitesse.
dans la composante horizontale et verticale. Et on accueillera également Patrick Chassin, qui a eu différentes expériences sur le terrain, notamment à Bourgoin, Castres et maintenant à Grenoble. Il fait partie des grands artisans de l'application sur le terrain, l'évaluation des profils force-vitesse et de la mise en place de cette méthodologie pour optimiser la performance en sprint. Voilà, donc messieurs, je vous laisse la parole. Vous avez 30 minutes, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Merci Julien. C'est bon là, vous voyez mon écran? Parfait, parfait. Tu vois la présentation ou tu vois le PowerPoint? Je vois le PowerPoint. D'accord. Il n'est pas en mode présentation encore. Enfin, pas encore. Ouais, du coup, il faut que je fasse différemment. Alors, attendez, excusez-moi. Ah, pas de souci. Du coup, je pense que je vais présenter l'écran. Pas de problème, fais ce qui te semble le plus. Est-ce que là, c'est mieux? On voit tes diapositives. Et ouais, mince, je sais pas pourquoi ça. Ah ouais, du coup, je vais faire. OK. Et là, ça devrait être pas trop mal. C'est mieux? Parfait. Super. Ouais, bon, merci Julien, merci Julien Pichon aussi, et puis Olivier Chaplin pour l'organisation de cette série de séminaires, et puis enfin, la mise en place, l'initiative et puis l'organisation de celle-ci dans des conditions un peu particulières. En tout cas, avec Patrick, on est très content d'être là et merci de l'invitation. Donc, on va vous parler un peu de ce qu'on met en place actuellement avec le FC Grenoble Rugby, sur justement l'utilisation de ces profils force vitesse pour individualiser l'entraînement en sprint. Donc, c'est dans la suite logique de ce qui a été présenté avant. On est dans la même philosophie avec des outils quelque peu différents, mais c'est des outils qui sont assez proches. Mais du coup, ici, avec une application sur les phases d'accélération en sprint. Ah, c'est bon, la diapo, elle a changé, ouais. Ouais, je pense. Du coup, courir vite, c'est accélérer. C'est surtout accélérer et accélérer en début d'accélération, puis continuer à accélérer et encore accélérer en fin de sprint. Donc, en fait, courir vite, ça revient à produire beaucoup de force horizontale. Et de la force horizontale quand on est à vitesse faible, mais aussi quand on est à vitesse élevée. Et en fait, tout au long de la phase d'accélération d'un sprint, il faut produire une force maximale, le plus de force possible qu'on peut, dans la direction horizontale pour pouvoir accélérer vers l'avant. Et donc, cette capacité de production de force horizontale, c'est ce qu'on décrit très bien par ces relations force-vitesse. Parce que du coup, il ne s'agit plus d'étudier la force maximale du joueur, mais c'est bien les forces maximales du joueur qu'il va y avoir à chaque vitesse. Et en fait, la force maximale, donc là, on est sur de la force horizontale appliquée au sol, cette force maximale va être différente en fonction de la vitesse. Et il se trouve que sur ce type de mouvement, cette force maximale diminue de manière relativement bien linéaire. Donc, sur là, le graphique qu'on voit ici, c'est la relation entre ces forces maximales qu'un joueur, alors là, ce n'est pas un joueur, en l'occurrence, c'était Jimmy Bicot il y a quelques années, est capable de produire aux différentes vitesses qu'il a lors de sa phase d'accélération. Et en fait, chaque petit carré représente un appui. Donc, on voit que sur son premier appui, il est capable de développer à peu près 800 newtons à l'horizontale. Par contre, et donc ça, il le fait à 2 mètres par seconde. Par contre, quand il va être lancé entre 8 et 9 mètres par seconde, il sera plus capable de développer que 250 newtons. Et puis, s'il continue, on continue, à 10 mètres par seconde, il ne sera capable que de développer une centaine de newtons. Donc, ça nous amène à caractériser en fait les capacités de production de force d'un joueur, non pas par une seule valeur de force maximale prise dans une condition particulière, mais sur un ensemble de vitesses. Et au lieu d'aller caractériser cette force, ces capacités de production de force à des vitesses données à 2, à 8, à 7 mètres par seconde, l'idée ici, c'est d'aller avoir les extrêmes de ces capacités de production de force, qui sont les deux intersections avec les axes de cette représentation graphique, donc le fameux F0 et V0, qui représentent rien d'autre que les capacités de production de force à vitesse faible. Donc, on a pris l'extrêmement faible côté vitesse, et les capacités de production de force à vitesse extrêmement élevée.
Et en fait, entre les deux, vous avez un continuum qui suit une ligne droite. Donc ça nous permet de caractériser ces capacités de production de force dans les différentes vitesses. Après, si vous voulez un indicateur de ces capacités de production de force horizontale lors d'un sprint un peu plus grossier, un peu plus macroscopique, la puissance maximale développée dans la direction horizontale, dans ce qu'on appelle la puissance max horizontale, c'est un très bon indicateur très macro de ces capacités de production de force, avec l'avantage d'englober tout. Donc, en un seul indicateur, vous avez toutes les infos, avec le désavantage de ne pas distinguer justement ces capacités de production de force à vitesse faible ou à vitesse élevée. Alors là, ce dont je vous parle ici, c'est de la force produite à l'horizontale pendant un sprint. C'est ce qu'on va appeler de la force spécifique au sprint. Il faut savoir que ces qualités de force spécifique, elles sont liées à deux compartiments. La force non spécifique, c'est-à-dire ce que votre système neuromusculaire va être capable de produire, ce qu'on va pouvoir peut-être évaluer sur des mouvements un peu plus traditionnels de musculation, comme le squat ici. En gros, on évalue la force que les membres inférieurs sont capables de produire. Mais cette force spécifique au sprint va être aussi liée à des éléments techniques. Alors, le technique, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait, il n'y a pas que de la gestuelle. Alors, oui, il y a de la gestuelle, des conduites motrices, de la coordination, mais il y a aussi des qualités neuromusculaires. Donc, l'activation, les qualités de force de certains groupes musculaires spécifiques, comme par exemple les extenseurs de hanche. Il y a des qualités de transmission de force, tout ce qui va se passer autour du complexe pied-cheville. Donc, il y a plein d'éléments qui vont rentrer dans cette efficacité technique et en gros, ça représente l'habileté ou la capacité du joueur à bien utiliser sa force. Donc, on pourrait comparer ça, si on prend le parallèle avec des automobiles. Pour une Formule 1, vous avez la force non spécifique, ce serait la puissance de son moteur. Et tout ce qui va tourner autour de l'efficacité technique, ça va être tous les éléments qui vont permettre de transmettre efficacement cette force au sol. Sans ces éléments, la puissance du moteur ne sert à rien. Donc, en fait, dans ces qualités de production de force horizontale, on a bien ces deux types d'éléments. Et ces deux types d'éléments sont intéressants à entraîner et à évaluer pour améliorer ses performances en sprint. Donc, si on revient à nos histoires de force horizontale à vitesse faible ou force horizontale à vitesse élevée, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est un élément assez important, c'est que les deux ne sont pas du tout corrélés. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un qui soit costaud, il soit costaud dans toutes les gammes de vitesse. Et en fait, on a une complète décorrélation entre les deux. C'est-à-dire que d'être fort à vitesse faible, c'est complètement différent que d'être fort à vitesse élevée. Donc ça va avoir des retentissements côté entraînement. Ça veut dire que déjà, on va avoir des profils de joueurs qui vont être très différents. Donc là, vous voyez tous les profils avec des profils qui vont être plutôt, comme on dit, en force et puis d'autres côtés plutôt vitesse. Ça veut dire qu'il va y avoir des situations d'entraînement qui vont permettre de travailler certains côtés de la relation et pas l'autre côté, c'est-à-dire que c'est des situations spécifiques. Et en fonction des besoins du joueur, ça ne va pas être les mêmes profils qui vont être intéressants. Donc, si on parle de différents types de joueurs, on a bien différents profils. Donc, ça, c'est illustré ici sur des côtés plutôt force non spécifique à gauche, donc sur des mouvements de squat ou squat jump, et sur un côté plutôt force spécifique au sprint à droite, sur des profils force-vitesse horizontaux. Et on se rend compte qu'on peut avoir, alors si on regarde le graphique de gauche, des profils qui vont être deux joueurs de rugby ici, qui vont avoir les mêmes résultats des tests de détente, des tests d'explosivité classiques, ou les mêmes puissances max au niveau des membres infs, et qui pour autant vont avoir des profils force-vitesse complètement différents. Donc là, il s'agira bien sûr de prendre ça en compte dans l'entraînement, si jamais on a cette information-là. Côté plutôt sur le graphique de droite, même topo, on a deux joueurs qui ont les mêmes temps sur des accélérations en 20 mètres. Donc on pourrait se dire qu'ils ont les mêmes qualités de sprint. Et quand on va regarder sur leur capacité à produire de la force horizontale à vitesse élevée ou à vitesse faible, ils ont des profils relativement différents. Donc ça aussi, ça va être à prendre en compte dans l'entraînement. Donc quand je dis prendre en compte, c'est déjà d'avoir un moyen d'avoir connaissance de ces différences de profils, donc évaluer ces profils, et puis après voir comment on peut tenir compte de ça dans l'entraînement. Dernière info sur ces profils différents, c'est qu'en fait, entre les profils, alors ce que j'ai appelé force non spécifique et force spécifique, plus vous montez dans le niveau, moins il y a de relation entre les deux. Quand vous êtes sur des niveaux relativement bas, vous avez des bonnes corrélations entre les indicateurs de part et d'autre. Quand vous êtes sur du très haut niveau, avoir une grosse force en squat ne vous présage pas d'avoir une bonne accélération en sprint, et vice-versa.
Donc, en fait, ces deux évaluations ne sont pas interchangeables, même si derrière, elles vont contribuer les deux à la performance en accélération. Alors, comment évaluer ces différents profils? Comme je vous ai dit, pour avoir ces capacités de production de force à différentes vitesses, on ne peut pas se satisfaire que d'une seule condition. Il faut qu'on ait ces capacités de production de force dans différentes conditions de vitesse. Donc, 2 au minimum. Nous, on préconise quand même d'avoir un range de vitesse un peu plus large et avec un peu plus de données. Alors, si c'est sur des squats, un peu plus de conditions. Si c'est sur du sprint, d'avoir une plage de vitesse assez grande. En termes de moyenne mesure, au niveau laboratoire, il y a différentes méthodes qui existent avec des outils très perfectionnés pour avoir ces relations force-vitesse de manière précise et fiable. Sur la force non spécifique. Et sur le côté sprint, pareil, ces dernières années, il y a eu pas mal d'outils qui ont été proposés en labo pour avoir ça, que ce soit des tapis ou que ce soit des plateformes de force incrustées dans le sol. Alors, avec tous les avantages que ces méthodes ont, elles ont un des avantages qui est la difficulté d'implémenter ça sur le terrain pour des préparateurs physiques ou des entraîneurs. C'est pour ça que ces 10 dernières années, on s'est attelé, notamment avec JV Morin et puis d'autres collègues, à essayer de proposer des méthodes terrain, tout en gardant la même fiabilité et la même précision que les méthodes de laboratoire, mais avec une mise en place pratique et facile sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces méthodes, elles sont présentées par ailleurs de manière assez détaillée, et si vous avez des questions, on pourra revenir dessus pendant le temps d'échange derrière. En gros, il y a une méthode qui mesure plutôt la force non spécifique sur des mouvements de saut. Donc, cette méthode, elle a été approuvée et validée par différentes études dans la littérature scientifique qui ont été faites par notre groupe, mais aussi par d'autres groupes dans le monde. Et une méthode développée avec les collègues de l'INSEP en 2016 qui permet d'avoir ces relations force-vitesse en sprint juste avec des mesures de vitesse instantanée. Et là aussi, comparaison avec plateforme de force et validité, donc démontrée et puis derrière redémontrée en 2018 et en 2019 par d'autres équipes et toujours la nôtre. Pour info, on a mis en place on a mis à disposition sur Internet des feuilles Excel pour faciliter l'utilisation de ces méthodes, si jamais il y en a qui sont intéressés. Et il y a 2 collègues qui ont aussi utilisé ces méthodes et qui les ont intégrées dans des applications pour smartphone, qui elles-mêmes, ces applications, ont été revalidées et publiées dans des articles scientifiques. Donc, sans rentrer plus de détails dans ces méthodes, une fois que vous avez la photographie de votre profil de l'athlète, que ce soit en force spécifique ou en force non spécifique au sprint, peu importe, derrière, il faut donc améliorer les qualités de production de force pour améliorer la performance, mais à quelle vitesse? Donc, en fonction, le but, en fait, c'est d'améliorer, de repousser la relation force-vitesse vers le haut et vers la droite pour augmenter les qualités de puissance. Mais cette augmentation de qualité de puissance peut se faire en travaillant plutôt à vitesse élevée, plutôt à vitesse faible ou un peu sur l'ensemble des secteurs de vitesse. Et c'est justement ce travail-là qui peut être individualisé. Alors, comment individualiser? Notamment individualiser par rapport à quoi? Comment on fait pour individualiser ces profils? En fait, il y a 3 solutions qui existent pour individualiser les choses. La première, c'est la plus simple, c'est-à-dire que vous avez le profil de votre athlète et vous le comparez aux autres joueurs, à la médiane, à la moyenne d'un groupe, à des normes qui ont été données dans la littérature ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile. Ça vous permet de mettre en avant des déficits côté force ou côté vitesse. Donc c'est facile, ça respecte les spécificités individuelles. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça dépend des autres. Ça dépend de la norme que vous avez choisie et ça ne prend pas en compte les besoins de l'activité. Une autre méthode, c'est de prendre en compte ses besoins d'activité en se disant, ben voilà, mon première ligne, il aura besoin de beaucoup de force, donc je vais entraîner toutes mes premières lignes par rapport à ce besoin-là. Mes arrières ou mes ailiers vont plutôt avoir besoin de production de force à vitesse élevée, donc je vais tous les entraîner de cette manière-là. Donc là, on prend en compte le besoin de l'activité. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne prend plus en compte les spécificités individuelles, c'est-à-dire qu'on va entraîner tous les avants de la même manière et tous les arrières de la même manière, tous les ailiers de la même manière. La solution intermédiaire, c'est de prendre les deux en compte. Alors, pour prendre les deux en compte, ce n'est pas si simple. On l'a proposé, par exemple, pour des mouvements d'impulsion, pour des départs en sprint ou pour des sauts. Donc là, c'est en passant par un modèle biomécanique où on prend en compte à la fois les besoins de l'activité et les spécificités individuelles. Et derrière, ça nous permet de déterminer des déficits de force ou de vitesse. Donc là, limite, c'est la
la solution optimale. L'inconvénient, c'est qu'elle a été développée uniquement pour des situations très spécifiques. C'est-à-dire qu'elle est valable pour améliorer la perf sur un saut ou sur un départ en sprint. Elle n'est pas valable pour pousser dans une mêlée, ou elle n'est pas valable pour accélérer entre 20 et 30 mètres lors d'un sprint. Donc, alors, tout à l'heure, Patrick, quand il vous présentera les applications terrain, vous verrez qu'on a utilisé enfin pas toutes, mais on en a utilisé au moins 2 d'entre elles pour pouvoir individualiser l'entraînement. Donc, l'individualisation de l'entraînement, c'est les mêmes principes qui ont été présentés avant. On se base sur le Velocity Based Training. Donc là, c'est de viser des secteurs de vitesse à travailler en fonction des profils de chacun et en fonction de la cible qu'on s'est donnée. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces exemples sur de la force non spécifique comme ici, ou voilà, sur du squat avec des charges lourdes, vous visez plutôt le côté gauche de la relation. Quand vous ne prenez pas de charge sur des squats ou des squat jumps, vous êtes sur le milieu de la relation. Ce qui est important parce que ce qui vous oblige à utiliser des assistances pour pouvoir taper le côté droit de la relation à vitesse élevée. Donc, il existe différents types d'assistances. Et comme ça a été dit dans la présentation d'avant, cette méthode de Velocity Based Training, elle s'est énormément développée ces dernières années, notamment grâce aux différents outils qui sont disponibles maintenant sur le marché pour avoir de manière assez simple des feedbacks sur la vitesse. Donc là, je passe vite sur la force non spécifique. Sur la force spécifique, je vais prendre un peu plus de temps parce que c'est peut-être un petit peu plus, c'est moins courant, un peu plus original. Donc en fait, on applique la même chose sur du sprint. L'objectif, c'est de pouvoir cibler les différents secteurs de production de force horizontale à différentes vitesses en sprint. Et pour cela, on va utiliser là aussi des résistances ou des assistances. Donc par exemple, si vous voulez aller entraîner la production de force à des vitesses plutôt faibles, il va falloir mettre beaucoup de résistance. Comme ici, par exemple, avec entre 80 et 100% du poids de corps sur le chariot que le joueur va tirer. Alors, pourquoi mettre ces résistances-là? En fait, quand vous faites un sprint, donc c'est le cas de la courbe du haut, quand vous faites un sprint classique, vous allez passer par ces secteurs de vitesse. Donc là, si on cherche à améliorer le secteur de vitesse à 50% de Vmax, parce que c'est là qu'on veut améliorer nos capacités de production de force, si vous faites un sprint classique, vous allez passer par ce 50% de Vmax, sauf que vous allez y rester un quart de seconde. Le fait de prendre un chariot avec 80% de votre poids de corps et de faire un sprint avec cette charge-là, ça vous permettra de passer 3-4 secondes dans cette vitesse-là et donc de potentialiser, d'améliorer, en tout cas d'augmenter le temps de travail à ces secteurs de vitesse ciblés. Donc derrière, après, en manipulant la charge, vous pouvez tabler différents types de secteurs de vitesse. Et derrière, si vous utilisez même de l'assistance, Patrick vous présentera certains exemples, ça vous permet d'aller travailler sur des vitesses un peu plus élevées que ce que vous avez l'habitude de faire, donc en survitesse, ou alors tout simplement de pouvoir rester un petit peu plus longtemps, d'atteindre plus tôt votre vitesse maximale et donc de travailler à vitesse maximale un peu plus tôt et dans des conditions un peu moins fatiguées que quand vous l'atteignez au bout de 3, 4, 5 secondes. Ma dernière diapo, ça sera une diapo sur deux études. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'études qui sont sorties sur l'impact du Velocity Based Training en sprint sur l'amélioration des profils force-vitesse en sprint et donc de la performance. Il y a 3 études. Donc, il y a cette étude sur les chariots lourds qui a été faite, donc qui a été pilotée par JB Morin avec notre équipe en 2016. Où on a testé l'entraînement sur plusieurs semaines de s'entraîner justement avec une réduction de vitesse de 50%. Donc, ça correspond à des chariots à peu près à 80% du poids de corps. Et derrière, on a vu nettement une amélioration des capacités de production de force, mais aussi d'efficacité technique à des vitesses faibles, donc en améliorant l'accélération initiale du joueur. Une autre étude récente là, qui est sortie il y a 2 semaines, c'est une étude de Joanne Lati, qui est étudiant de JB Morin sur Nice, et qui a testé différents types d'entraînement en résistance ou en assistance en sprint sur différents types de profils de joueurs. Donc là, c'était des joueurs de foot. Et le principal message qu'il en ressort, c'est que le niveau d'adaptation du profil et donc de la performance excusez-moi, est principalement lié au profil initial force-vitesse. Ça veut dire que pour améliorer la performance, c'est quand même intéressant dans le large débat d'améliorer plutôt les forces ou les faiblesses de l'athlète. Ça amène quand même pas mal d'arguments sur le fait d'aller travailler les faiblesses et les points faibles de l'athlète. Et en tout cas, c'est surtout ça qui a permis d'améliorer les performances
Donc, cibler la zone de travail par rapport aux déficits initiaux au niveau des profils. Donc voilà, ça c'était pas mal d'éléments sur les concepts qu'on utilise et sur un peu les résultats récents de la littérature scientifique. Là, je laisse la parole à Patrick qui va vous expliquer comment il a réussi à mettre tout ça sur le terrain dans le cadre de ses entraînements avec le FC Rugby à Grenoble. Excusez-moi pour la fin de la présentation un peu tumultueuse. Voilà, merci pour votre attention. Et puis Patrick, je te laisse la parole et je laisse l'écran. Ok. Merci Pierre pour cette présentation. Tu vas pouvoir souffler un petit peu, et boire un verre d'eau et ça ira mieux. Ouais, merci. Il y a des questions, mais on va laisser l'intervention de Patrick. Donc, il va parler des applications pratiques et on posera l'ensemble des questions à la fin, après vos deux interventions, ok? Voilà. Donc, Patrick. Ouais, très bien, très bien. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pas encore. Ok. Voilà, je pense que le partage d'écran charge, c'est super. Voilà, parfait, très bien. C'est pas parti de là où je voulais. Ok. Donc, moi, je fais la partie où on voit sur le rugby ce qu'on a fait au FCG depuis 2 ans. Donc là, vous voyez un travail sur 2 saisons, la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020. Donc, on a profilé 75 joueurs, 50 joueurs pro dont 20 et 25 joueurs espoirs. On a fait une batterie de tests où on faisait, Pierre en a parlé, hein, le profil force-vitesse en saut, le profil force-vitesse en sprint et un test de force. Cette batterie de tests, on l'a fait 6 fois par an, 2 fois en pré-saison et 4 fois en saison. En saison, c'était de manière bimensuelle, tous les 2 mois. Et un autre paramètre important pour bien suivre, c'est que la première saison, on n'a pas fait de travail individualisé en fonction des profils. On a juste regardé comment évoluaient les profils. Et la deuxième saison, on s'est vraiment servi des données pour travailler individuellement en fonction des profils. Donc, la première saison, on va vous dire très concrètement à peu près le travail qu'on avait fait au niveau neuromusculaire. Je ne parle pas des autres. Bien sûr, on a fait beaucoup de rugby. Bien sûr, on a fait du travail aérobie. Mais sur cette première saison, les accélérations, le travail d'accélération a été plutôt libre, sans charge. Et quand on a travaillé avec résistance, on a travaillé avec des luges lourdes autour de 50% de Vmax. Au niveau de la force, on a travaillé en pourcentage du max. Au niveau de la puissance, on en a parlé tout à l'heure sur des exos de base comme le squat ou le soulevé de terre. On a travaillé sous forme de velocity-based training. On a aussi fait de l'haltérophilie. Et quand on a fait des sauts, on s'est focalisé surtout sur les sauts à poids de corps. Donc ça, c'est les contenus d'entraînement de la première saison étudiée. Là, vous avez les résultats. Donc, on voit sur la partie haute, on a les performances en saut dans la première saison. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'au niveau individuel, on a des grandes variations. Ça veut dire que si on suit la saison, il y a des joueurs qui vont augmenter leur performance de saut dans la saison. Il y a des joueurs qui vont plutôt stabiliser leur performance de saut dans la saison. Et il y a des joueurs qui vont plutôt légèrement régresser dans la saison. Donc déjà, ça nous interpelle. Sur une saison, il y a des grosses variations individuelles. Tout le monde ne répond pas pareil à l'entraînement. Si on regarde un travail statistique en bas sur les ANOVA, donc pour que ça soit clair, en fait, vous voyez 3 points. Parce que pour des raisons statistiques, le premier point, c'est le travail de pré-saison. Le deuxième point, c'est MJ2, c'est le travail sur la première partie de saison. Et le troisième point, c'est MJ3, c'est le travail des tests 5 et 6, donc de la dernière partie de saison.
Donc concrètement, sur le travail statistique, on voit que la hauteur de saut a augmenté légèrement. La puissance max, donc la puissance max des membrnes des joueurs a augmenté. Mais ce qui paraît pour nous encore plus intéressant, c'est de regarder les paramètres sous-jacents. C'est une chose de voir que la perf évolue légèrement, mais on voulait savoir en moyenne comment, grâce à quel facteur la perf avait augmenté. Et là, si on regarde bien, on voit que la vitesse de saut a augmenté significativement, puisqu'on est à plus de 11%. Mais par contre, la force de saut a stagné, voire on voit qu'il y a une tendance qui n'est pas significative à la baisse. Et comme la vitesse a augmenté, on a vu tout à l'heure que la puissance était le produit de la force et la vitesse. Comme la vitesse a augmenté et pas la force, on voit que plus on a avancé dans la saison, plus les joueurs avaient un déséquilibre de force de saut. Donc, ce que vous voyez sur le dernier graphe, une baisse de 14,3 du profil optimal. Donc, ça veut dire que plus on avance dans la saison, plus les joueurs sont déséquilibrés. Rapidement, donc la même chose sur le profil force-vitesse en sprint. On regarde comment les perfs ont évolué dans la première saison. Et là, fait intéressant, donc pareil, hein, vous voyez individuellement, il y a des gens qui ont augmenté, des gens qui ont stagné, des gens qui ont régressé. Mais on voit qu'il y a une vraie tendance significative, c'est que pendant la première partie de saison, les perfs de sprint ont baissé. Et sur la deuxième partie de saison, les perfs se sont à nouveau améliorés. Donc pareil, c'est intéressant de regarder les paramètres sous-jacents pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et là, on voit que sur la première partie de saison, c'est la vitesse max des joueurs qui a baissé. Et sur la deuxième partie de saison, les perfs de sprint se sont à nouveau améliorés. Et elles se sont améliorées parce que la puissance et la force de départ s'est améliorée. Donc, ce qui est intéressant dans ces paramètres, c'est que toutes ces données, on ne se contente pas seulement d'avoir une performance, mais toutes ces données sous-jacentes vont nous permettre de mettre en place des stratégies pour la saison 2. Donc, c'est ce qu'on a fait entre la saison 1 et la saison 2. On s'est servi des stratégies de la saison 1 pour trouver une bonne façon d'entraîner sur la saison 2. Donc, juste un petit point de rappel quand on a discuté des différents profils. On voit bien que c'est important dans le rugby professionnel de faire les deux tests parce qu'on voit qu'on ne mesure pas la même chose. Très concrètement, par exemple, des fois au football, il y a des clubs qui hésitent à faire de la vitesse et ils se servent des résultats du saut pour se dire si le saut augmente, la vitesse doit augmenter. Quand on regarde le résultat sur le graphe à gauche, ce n'est pas le cas. C'est vraiment deux tests qui sont très indépendants. Et le dernier point, on en a déjà parlé, c'est vraiment sur la deuxième partie de saison, on est obligé d'individualiser si on veut optimiser les résultats et pas se contenter d'avoir des variables qui ont finalement très peu évolué en saison. Ok, maintenant on va essayer de vraiment vous montrer l'entraînement qu'on a fait sur la deuxième saison. Donc de manière très concrète, pour entraîner la force et la puissance des membres inférieurs, on a divisé notre groupe en 3 sous-groupes. Vous avez vu tout à l'heure sur le graphe du saut que les joueurs avaient tendance à avoir un déficit de force de saut en avançant dans la saison. Plus on avançait dans la saison, plus le déficit était important. Mais quand on regarde de manière individuelle, on a vu 3 différents groupes. Il y a un groupe qui avait un déficit de force élevé. Donc, on a fait un entraînement plus orienté vers la force et la puissance force. Il y a un groupe qui avait un déficit qui était modéré. Donc, on a fait un peu plus de puissance force et un peu de puissance vitesse. Et il y avait un groupe qui était équilibré. Donc là, ils ont travaillé autant en puissance force qu'en puissance vitesse. Donc, on a déjà parlé du concept de velocity-based training dans les interventions avant.
Là, vous voyez un travail où le joueur ne saute pas. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. On va utiliser un feedback. On a vu l'importance du feedback dans les présentations précédentes. Et on va utiliser un Gym Aware. Par contre, quand on a travaillé sur la puissance vitesse, on a utilisé un autre outil qui s'appelle l'OptoJump. Parce que quand on travaille en puissance vitesse, on doit travailler sur des sauts et voire sur des sauts délestés. Et là, on a utilisé l'OptoJump qui est plus précis pour mesurer ça. Et on s'est concentré sur les hauteurs de saut à l'entraînement. Donc, on a vu la partie de l'individualisation de l'entraînement au niveau du saut. Maintenant, toujours sur la saison 2, on va voir l'individualisation de l'entraînement en sprint. Donc, Pierre en a parlé tout à l'heure. On a utilisé les médianes pour individualiser l'entraînement. Ça nous a permis de construire 4 sous-groupes. Là, on voit l'exemple des avants du groupe pro. Vous voyez que les sous-groupes ne sont pas forcément de même taille, hein. Il peut y avoir 3 joueurs dans un sous-groupe et une dizaine dans l'autre. Et si on va aller plus en détail dans les sous-groupes, on voit bien qu'il y a des joueurs qui ont des F0 faibles. Donc, au niveau du sprint, ils ont des difficultés à accélérer. Donc, ils ont des F0 qui sont en dessous de la médiane. Ils vont travailler avec des luges lourdes. Et on a des joueurs qui ont des F0 qui sont assez élevés. Ils vont travailler avec des luges plus légères. De même, pour la vitesse, on a des joueurs qui vont travailler en vitesse assistée autour de leur vitesse max. Et on a des joueurs qui sont faibles en vitesse, qui vont travailler en survitesse, au-dessus de leur vitesse max. Donc là, c'est pour voir vraiment un travail très concret. Donc là, ils ont un double câble. Ça veut dire qu'ils travaillent à 50% de leur vitesse max, mais à des intentions maximum. Il faut vraiment qu'ils essayent d'aller au maximum de leur vitesse. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible à vitesse max. À la vitesse cible, pardon, à 50% de la Vmax. Là, ils utilisent sur le câble à peu près 25-30 kg et ils font des sprints de 10 mètres. Ils courent en duel pour avoir vraiment une émulation entre les joueurs. Le même jour, on voit un travail différent. On voit un travail d'accélération, mais plus long. Donc là, c'est vraiment pour des joueurs qui ont une bonne accélération, une bonne force de départ. Et du coup, ils vont travailler sur des distances plus longues. Et la dernière diapositive, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est un travail de survitesse. Donc, ce n'est pas un travail qu'on fait le même jour. Et pareil, dans nos sous-groupes, on voyait qu'on avait deux sous-groupes. Un groupe qui était en survitesse et un groupe qui était en vitesse assistée. Là, on voit un joueur qui a une bonne vitesse max. Donc, en fait, il travaille en vitesse assistée. Mais s'il était plus proche de 8 mètres par seconde, on le ferait courir en survitesse. Ça veut dire que s'il atteint une vitesse pic de 8 mètres par seconde, grâce au câble qui le tire, il atteindrait 8,6 mètres par seconde. Alors, toujours pour être très concret, réellement, la différence entre la première saison et la deuxième saison dans l'entraînement, c'est les 2 séances individualisées qu'on a fait par semaine. Ça veut dire que dans la première séance individualisée, qu'on a fait à peu près à 48 heures après le match, on a fait le travail d'accélération. Donc, si on voit bien sur le travail d'accélération, il y a 2 groupes possibles. Le travail d'accélération lourd à 50% de Vmax, le travail d'accélération sur des distances plus longues à 75% de Vmax. Et on a travaillé aussi 20 minutes sur le développement de la puissance ou de la force. Et là, si on se rappelle bien, on avait 3 profils différents. Les gens avec un profil très déséquilibré, les gens avec un déséquilibre moyen et les gens équilibrés. 2 jours après, au minimum, dans la semaine, on a une deuxième séance individualisée où là, on ne va pas travailler sur l'accélération, mais on va travailler sur les vitesses max. Donc, pareil, on a 2 sous-groupes différents.
il y a les joueurs qui ont déjà une bonne vitesse max qui vont travailler en vitesse assistée et les joueurs qui ont une vitesse max faible, eux qui vont travailler en survitesse. Parallèlement, on continue à faire un travail de puissance. Donc, on voulait vraiment que vous compreniez un peu comment on individualise. Donc là, on vous montre vraiment les deux séances. La première séance de la semaine, où je fais des accélérations et un travail de puissance ou de force avec une velocity-based training. Vous voyez un gym aware et le joueur essaye de travailler le plus vite possible. Et sur la deuxième séance de la semaine, on va faire un travail de vitesse assistée et de survitesse avec toujours un travail de puissance force ou de puissance vitesse. Là, c'était plutôt un travail de puissance force avec de l'haltérophile. Donc là, on a vraiment vu la différence entre les deux saisons. La première saison, on a fait un travail qui n'était pas individualisé au niveau des profils. Et on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a été bon en pré-saison. Et après, dès que la compétition a commencé, on a été moins bon. Vous voyez notamment sur le sprint, c'est net. À partir du troisième test, on commence la saison. On a été moins bon en vitesse. Et après, on s'est à nouveau amélioré sur la fin de saison. Par contre, sur la saison 2, sur la saison individualisée, on avait de la fatigue en pré-saison. Donc, en pré-saison, on a été moins bon que sur la première saison. Par contre, si on regarde les tests 3 et 4, dès qu'a commencé la saison, on a été bien meilleur. Si vous regardez le test 3 et 4 de la deuxième saison et le test 3 et 4 de la première saison, il y a vraiment une différence au niveau des performances de saut et de sprint. Voilà. Pour moi, c'est fini. Si vous avez des questions. Ok. Merci Patrick pour cette qualité d'intervention. Merci à toi, Pierre. En tout cas, j'apprécie vraiment votre intervention car c'est un exemple concret de travail d'individualisation. Et on voit très bien quelle était votre démarche d'évaluation et de développement de cette qualité physique sur le terrain. Donc, félicitations en tout cas, bravo à vous. On a quelques questions. Je vais peut-être donner la main dans un premier temps à Alexis Ruffo. Donc, tu vas pouvoir poser ta question de vive voix. Ouais, merci pour cette présentation. Moi, je me posais une question, c'était quelle est la part de vitesse qui est expliquée par la technique de course plutôt que par la force, puisque en fait, j'imagine que avoir une meilleure technique, ça devrait permettre de produire plus de vitesse avec moins de force. Mais c'est une question de novice, hein, je ne suis pas du tout du domaine. Non, c'est une très bonne question. En plus, bon, elle est en lien avec le fait qu'on est passé assez vite sur les concepts. Donc, je n'ai pas pu tout décrire, mais c'est exactement la question qui nous a animés au départ, au départ de tous ces travaux. C'est de pouvoir dissocier justement la part en tout cas dans la production de force horizontale, la part qui est liée à la production de force neuromusculaire, de la part qui est liée à l'orientation de la force. Quand je vous parlais d'efficacité technique, c'est la capacité à bien orienter la force qu'on produit au sol. Et le but, c'est de l'orienter dans la direction efficace, c'est-à-dire à l'horizontale. Et avec les méthodologies dont on a parlé, on est capable d'avoir cet indice d'efficacité technique. Donc, en fait, avec les évaluations des profils force-vitesse sprint, on a la séparation entre les deux. Et effectivement, il y en a certains qui pêchent plutôt côté orientation de force, et puis d'autres, c'est plutôt côté production de force. Donc, on est capable derrière de pouvoir orienter l'entraînement entre ces aspects plutôt techniques d'orientation et ces aspects plutôt muscu pour produire plus de force. Pour compléter la réponse de Pierre, donc c'est vrai que là, on a montré pas mal d'indicateurs qui sont sur la production de force et il y a d'autres indicateurs qui sont sur l'aspect technique. Et moi, en tant qu'entraîneur, aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est que ce travail de luge
il t'oriente vers l'avant. Et pour moi, c'est un travail qui est pour améliorer la force, mais qui est également un travail technique. Parce qu'avec ce travail de luge, on va vraiment travailler le fait que les joueurs arrivent à produire de la force en allant vers l'avant, au lieu de généralement rester trop droit et finalement être trop vertical pendant l'accélération. Ok, merci. Ok. Donc, merci pour cette question et cette réponse. On a une autre question de la part de Quentin Jutier. Donc, je te laisse la parole. Ouais, merci. Merci pour l'intervention. Moi, j'ai fait cette année un mémoire justement sur ce thème des profils force-vitesse en sprint. J'étais au Racing. Malheureusement, on n'a pas pu faire le protocole avec la crise sanitaire, mais je m'intéressais dans mon mémoire d'avoir rajouté le couplage du profil force-vitesse vertical à celui horizontal pour identifier les déficits justement que vous parliez. Si c'était un déficit purement de force d'extension des membres inférieurs, ou plutôt lié par exemple à un déficit de transfert des forces verticales au plan horizontal justement, pour en rapport avec l'efficacité technique. Et je voulais savoir justement ce que vous pensiez vous de ce couplage profil vertical, profil horizontal. Je commence à répondre. C'est un couplage qu'on a un peu étudié. On a publié un article, c'est Pedro Jiménez Reyes qui est en premier auteur sur cet article, dont je présente un peu les résultats. Là, c'est l'étude qui est faite sur plus de 500 sportifs, où justement, alors on voit, dans cette étude, on voit pas de lien entre F0 et V0, mais ça c'était attendu. Et on a testé les corrélations entre profil vertical et profil horizontal. Et c'est ce que j'ai dit très rapidement. En fait, il y a des corrélations, mais plus vous augmentez le niveau de pratique, plus ces corrélations sont faibles ou absentes. C'est-à-dire que vous prenez des débutants ou du sportif lambda, effectivement, ceux qui ont des plus gros niveaux de force, ils vont accélérer mieux parce qu'ils vont produire plus de force horizontale si vous les mettez à sprinter. Par contre, à haut niveau de pratique, que ce soit des rugbymen, des footballeurs, des sprinteurs, derrière, le facteur limitant, c'est surtout cette capacité à orienter la force efficacement. Donc, derrière, il y a beaucoup moins de transfert direct entre profil vertical et profil horizontal. Ce qui ne veut pas dire que le profil vertical n'est pas intéressant. C'est que pour ces sportifs-là, c'est peut-être pas là où il faut mettre le focus. Et si tu regardes par exemple nos données, bien sûr, on constate la même chose. On va se retrouver avec une bonne augmentation de la puissance verticale sur la première partie de saison, alors que la puissance en sprint chute. Donc tu vois bien que, en tout cas pour notre groupe, c'est la même chose, c'est pas du tout corrélé. On se retrouve avec une amélioration de la puissance verticale, alors que la puissance de sprint, parallèlement, elle est en train de chuter. Après, ça ne veut pas dire que le profil vertical, ou en tout cas les séances de muscu orientées sur la production de force des membres inf n'est pas intéressante, parce que le rugbyman sur le terrain, on ne lui demande pas que d'accélérer, de sprinter. Il a plein d'autres choses à faire qui lui nécessitent aussi de la production de force absolue, brute, avec les membres inf, que ce soit dans les mêlées, dans les regroupements, etc. Mais en tout cas, pour le sprint, effectivement, c'est ce que dit Patrick, le lien, il n'est pas si clair que ça. Bon, merci à vous pour la qualité de vos réponses. On va devoir enchaîner. Il y a plein de questions sur le chat, donc peut-être que… J'essaye d'y répondre en parallèle d'écouter les présentations. Ok, ça marche. Ou autrement aussi, je peux encourager peut-être les participants à vous poser les questions en privé aussi sur les réseaux sociaux, ou si tu peux y répondre maintenant. Si vous pouvez y répondre maintenant, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de souci. Bon, merci à vous en tout cas. Un bel exemple d'application pratique. Alors, on va maintenant enchaîner sur la troisième intervention et la dernière de ce premier séminaire, où on va aborder la notion de spécificité de la vitesse au rugby à 7, à 15, et on va aborder les notions de changement de direction et de rythme. Alors forcément, on va beaucoup parler de rugby à 7.
Alors, c'est une problématique qui est commune à d'autres sports, et notamment à tous les sports spécifiques, à d'autres sports de duel, tels que les sports de raquettes. On peut retrouver une succession de phases d'accélération, de décélération, de freinage et de changement de direction. Donc, j'espère qu'il n'y a pas seulement que des préparateurs physiques issus du monde du rugby au cours de ce séminaire. Alors, pas mal de vidéos vont se succéder. Maintenant, c'est possible qu'elles soient un petit peu saccadées, mais je pense que vous observerez dans l'ensemble le message qui va être passé par la vidéo. Alors, concrètement, pardon, alors apparemment, on me dit qu'il y a un petit bug et que je n'ai pas partagé mon écran. Donc, ça va être réglé de suite. Vous n'avez rien loupé pour l'instant. Voici cette vidéo, donc désolé, qui permettra donc, qui servira d'application pratique à ce qu'est la vitesse avec changement de rythme et changement de direction au rugby. Voilà, on a un premier exemple de step plutôt fort, réalisé de manière unilatérale. Vous pouvez voir le travail du haut du corps pour donner une fausse information au défenseur. Un deuxième exemple qui commence par une phase d'accélération sur 20-30 mètres, enchaîné par une décélération très forte, un changement de direction très fort, de nouveau une phase d'accélération avec un maintien de la vitesse sur plusieurs mètres, et cette action va se ponctuer par un changement de rythme et de direction moins marqué. Et enfin, un troisième exemple avec un step, un changement de direction réalisé de manière bilatérale. Le changement de direction est au centre des attentions des entraîneurs, des préparateurs physiques et de la communauté scientifique. Une équipe de chercheurs, l'équipe de l'Autourco notamment, s'est intéressée à caractériser, à définir ce qu'était un déficit de vitesse. Donc ce concept est très simple en fait. Ce déficit de vitesse, ça correspond à la différence de performance entre un temps réalisé sur une distance donnée avec des changements de direction et un temps réalisé sur cette même distance donnée, réalisé donc en ligne droite. Donc forcément, le temps réalisé avec des changements de direction sera supérieur à celui réalisé en ligne droite. Donc la différence entre ces deux performances correspond à un déficit de vitesse. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que pour les sujets les plus forts et les plus puissants, on peut voir que les performances de sprint linéaire seront supérieures par rapport à des sujets, à des participants, à des joueurs moins forts et moins puissants. Et on peut voir également que chez ces joueurs forts et puissants, le déficit de vitesse, ce fameux déficit de vitesse, sera plus important par rapport à des joueurs moins forts, moins puissants et plus lents en ligne droite. Donc je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il vaut mieux être lent pour être plus performant sur des changements de direction. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être cette capacité à changer de direction serait liée à d'autres facteurs que la simple capacité musculaire de force et de puissance. Donc la problématique pour les hommes de terrain, pour les entraîneurs, pour les préparateurs physiques, ça va être de réduire le plus possible ce déficit de vitesse lors des changements de direction chez des joueurs qui sont plutôt équipés musculairement, qui sont forts, puissants et rapides en ligne droite. Alors, il y a plusieurs méthodologies d'entraînement qui permettraient de répondre à cette problématique et de réduire ce déficit. Alors, je vais vous exposer quelle est la philosophie d'entraînement utilisée au sein du staff France 7 et quelles sont nos méthodologies d'entraînement utilisées et les méthodologies d'entraînement que l'on souhaiterait utiliser à très court terme. Donc, on va identifier deux grandes catégories de méthodologies d'entraînement. Les entraînements non spécifiques, même si j'aime pas trop ce terme, parce que tous ces efforts restent spécifiques de toute façon. Mais plus les entraînements qui sont réalisés en salle de musculation, pour schématiser un peu les choses, et les entraînements spécifiques qui sont réalisés sur le terrain, et plus avec une modalité de déplacement. Donc, on revient à cette première méthodologie d'entraînement, les entraînements non spécifiques. La
qualité d'explosivité, la fameuse RFD, la vitesse de montée en force, semblerait très importante pour être efficace sur les changements de direction. Parce que quand on change de direction, quand un joueur change de direction, il doit exprimer un haut niveau de force dans un intervalle de temps très court, qui est de l'ordre de quelques millièmes de seconde. Donc, comment on fait pour développer cette explosivité, cette RFD? Plusieurs méthodes. On va en recenser 4 aujourd'hui. Les premières, l'entraînement unilatéral et qui peut être associé à un travail pliométrique. Donc, pour le travail lors d'un entraînement unilatéral, quand on fait la somme des deux membres, les niveaux de force, de puissance et d'activation musculaire seront supérieurs à ceux atteints après un entraînement bilatéral. Donc, on va induire un stress neuromusculaire plus important et on peut donc s'attendre à des adaptations physiologiques, des adaptations neuromusculaires plus importantes. On peut voir que ces méthodes, donc le travail unilatéral et le travail pliométrique, peuvent être facilement combinés. Vous avez l'exemple avec ces quelques vidéos. Donc, le premier exercice consiste simplement à un travail de poussée latérale, travail de bondissement. Là, on a un gauche-gauche, droite-gauche. On peut demander aux joueurs d'écarter un peu plus ses appuis et d'avoir un peu plus d'amplitude pour apporter plus de tension musculaire. Là, on a un travail de pliométrie allégé qui est réalisé de manière bilatérale, mais on peut le demander à ce qu'il soit réalisé de manière unilatérale. Un enchaînement avec un sprint de 20 mètres et un changement de direction. Et enfin, un travail de poussée sur banc, où on travaille plus dans une modalité concentrique avec la jambe qui impulse sur le banc, mais on a un travail pliométrique avec la jambe qui atterrit au sol. On cherche vraiment un travail pliométrique du pied et une forte tonicité du pied. Voilà. Troisième méthode pour développer l'explosivité, l'isométrie maximale. Et là, je vais vous exposer les travaux d'une équipe de recherche grecque, Bogdanis et ses associés en 2018. Ils ont proposé le protocole d'entraînement suivant. 6 semaines d'entraînement à raison de 3 séances d'entraînement par semaine. Chaque séance d'entraînement consistait à réaliser 7 séries d'une contraction maximale volontaire, d'une contraction maximale isométrique de 3 secondes, avec des durées de récupération de 4 minutes entre chacune de ces séries. Dans ces temps de récupération, dans ces périodes de récupération, toutes les minutes, le joueur devait répéter 2 CMJ, 2 contre-mouvements de jump, donc un effort pliométrique. Les résultats sont plutôt intéressants et montraient des gains de cette explosivité, de cette RFD à l'issue de ce protocole d'entraînement et des gains qui étaient plus marqués aux angles d'entraînement. Donc, on a une spécificité de l'angle d'entraînement quand on utilise une modalité de travail en isométrie. Il semblerait également que plus l'angle d'entraînement, plus l'angle de travail utilisé est élevé, donc moins la flexion du genou est marquée, plus ça serait propice à améliorer la RFD, cet indicateur d'explosivité. Là encore, on peut facilement combiner les méthodes, vous allez le voir à la vidéo. Donc là, on va combiner un travail d'isométrie maximale, une poussée forte de 3-4 secondes contre un point fixe, avec un travail unilatéral. Vous allez le voir de suite. Alors, le joueur a les 2 appuis au sol, sauf que dans la consigne, on lui demande d'être très actif avec la jambe avant, qui est juste sous la barre. La jambe arrière sert simplement à équilibrer le joueur. Là, on a une modalité sur du demi-squat, et là, on peut utiliser cette même modalité sur un soulevé de terre. Voilà, on demande des contractions maximales en isométrie de l'ordre de 3 secondes, 3 à 4 secondes. Enfin, dernière méthode dans cette catégorie d'entraînement non spécifique pour développer cette explosivité, c'est l'excentrique rapide. C'est une méthode qu'on n'a pour l'instant pas trop utilisée avec le groupe France A7. J'aimerais solliciter les joueurs de plus en plus avec cette méthode dans le très court terme. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo en fait d'illustration, parce qu'on ne l'a pas utilisé encore tout simplement. Donc l'excentrique rapide,
quand on choisit une modalité de squat, par exemple, c'est très simple, hein, on a une barre sur les épaules, on va chercher à freiner cette charge, on va se laisser tomber sous la barre, bien sûr en gardant la barre sur les épaules, et on va chercher à freiner le plus rapidement possible, le plus fortement possible pour solliciter de manière excentrique donc toute la chaîne des extenseurs. Et il s'avère que la charge optimale pour atteindre des niveaux de RFD les plus élevés correspondrait à 70% du 1RM. Alors, si vous commencez à utiliser cette méthode avec vos sportifs, je ne vous conseille pas du tout d'effectuer ces premières séances 70% du RM, mais il y a toute une démarche pédagogique et de familiarisation et d'apprentissage aux joueurs à cette méthode. Je vais vous faire part d'un protocole d'entraînement, d'une étude qui a été publiée toujours de l'équipe de recherche grecque de Bogdanis, et je vais vous exposer les principaux résultats. Le protocole d'entraînement qui a validé cette méthode était également de 6 semaines, à raison de 3 séances par semaine. Parmi ces 3 séances, 2 séances étaient dédiées à un travail d'excentrique rapide, et une était dédiée à un travail plus balistique, pliométrique. Les séances d'excentrique rapide consistaient à réaliser 6 séries de 2 répétitions à 65% du 1RM, donc en excentrique rapide, freiner la charge. 4 minutes de récupération entre ces séries. Pendant ce temps de récupération, toutes les minutes, l'athlète devait réaliser un CMJ. La séance d'entraînement balistique consistait à réaliser 6 séries de 4 squats sautés à 30% du 1RM. Même principe, toutes les minutes, pendant les temps de récupération, le joueur devait enchaîner un CMJ. À l'issue de ce protocole d'entraînement, je ne vous ai pas mis de graphique ni de tableau, mais les auteurs ont pu mettre en avant des gains plutôt marqués de l'indice d'explosivité et de force maximale également. Cette recherche a été réalisée sur une population semi-entraînée. On peut se questionner quant à l'impact de cette méthodologie d'entraînement sur des joueurs de rugby plus fortement entraînés sur ces composantes musculaires de force, de puissance et de vitesse. Peut-être qu'il faudrait ménager en quelque sorte cette charge d'entraînement pour la rendre plus adaptée à une population de joueurs de rugby. Voilà, donc on a passé en revue les 4 méthodes qui permettaient d'avoir un développement de l'explosivité à base d'entraînement non spécifique. On va maintenant aborder notre deuxième catégorie d'entraînement spécifique, effectué sur le terrain en modalité de déplacement. Donc, je vais passer ces 3 méthodes en revue sur cette diapositive. Première méthode qui paraît très pertinente, c'est le travail de technique d'appui et de changement de direction qui peut être réalisé à intensité sous-maximale. Deuxième méthode, on va parler d'exercices généraux, des changements de direction qui sont standardisés, contrôlés, avec des plots, avec différents angles. Et enfin, des exercices intégrés. On parle finalement de rugby vitesse, de vitesse spécifique, de vitesse intégrée. Et on abordera les notions de duel. Donc, première méthode, la technique d'appui et de changement de direction. Je vais vous passer ces quelques vidéos. Alors, c'est des exercices qui peuvent être facilement placés en fil rouge à la fin de chaque entraînement, quasiment. Et on peut demander, je le répète encore une fois, aux joueurs de réaliser progressivement ces exercices à vitesse sous-maximale et de progressivement mettre de plus en plus d'intensité. Deuxième exemple, un travail de fréquence réalisé dans l'échelle qui se ponctue avec un double appui. Donc là, ces vidéos vous montrent qu'on peut travailler l'appui fort unilatéral et l'appui fort dans une modalité bilatérale. Deuxième catégorie, nous allons parler d'exercices donc généraux, standardisés, contrôlés, avec des plots, avec des changements de direction plus ou moins marqués. Donc là encore, désolé si la vidéo est un petit peu saccadée. C'est des situations qui peuvent être facilement mises en place, encore une fois, en fin d'échauffement ou alors en début de séance dédiée à la vitesse. Voilà, changement de direction plutôt marqué. On rend l'exercice spécifique en imposant des passages au sol. Une situation un peu plus chaotique avec des changements de direction réalisés à 180 degrés. Voilà, réalisés sous forme de relais. Pour toujours apporter cet aspect motivationnel,
Un exercice peut être associé à de la manipulation de balles, toujours avec des changements de direction plutôt marqués, réalisés dans un petit périmètre. Un travail en miroir, où l'objectif consiste à reproduire le déplacement du partenaire à chaque fois en repassant par la zone du milieu. Voilà, donc vous avez toute une batterie, tout un exemple d'exercices qui peuvent être utilisés pour travailler le changement de rythme, l'accélération, la décélération et les changements de direction. Enfin, notre troisième catégorie, dans cette méthodologie d'entraînement spécifique, concerne les exercices intégrés. On va parler de vitesse spécifique, de rugby vitesse. Donc, j'ai mis les photos des coachs et des analystes de performance sur le côté parce que souvent, c'est pas souvent, c'est même tout le temps, ce sont eux qui dirigent ces entraînements. Moi, je suis sur le côté simplement pour gérer la charge d'entraînement, c'est-à-dire combien d'accélération, combien de décélération, quelle distance réalisée en vitesse, au-dessus d'un certain seuil de vitesse, au-dessus d'un certain pourcentage de vitesse maximale. Donc, je suis là pour finalement définir la configuration de l'exercice en termes de périmètre, de largeur, de profondeur et pour définir la charge d'entraînement. Voilà. Et ces situations sont animées par les entraîneurs. Donc, on va voir quelques exemples. On va partir sur une situation de 1 contre 1. Voilà, avec une succession d'accélération, décélération et changement de direction. On va passer sur une modalité de 2 contre 2, où dans un premier temps, le défenseur a une posture plutôt passive. Il va se retrouver dans une situation de poursuite. Donc, c'est intéressant parce que ça mobilise une prise d'information, une prise de décision réalisée à vitesse maximale. Une situation 3 contre 3, où on part d'une phase statique au sol. Avec là encore les défenseurs qui sont placés dans une situation de poursuite. Donc après, libre à vous de définir vos configurations d'exercice en fonction de ce que vous chercherez à mobiliser. Est-ce que je cherche de l'accélération, de la décélération? Est-ce que je cherche du contournement et de la Vmax? Est-ce que je cherche du contournement et une grosse phase de freinage? Voilà. C'est à construire en fonction de vos objectifs terrain. Enfin, on va aborder une dernière partie où je vais vous faire part d'une technologie qui est plutôt récente sous cette forme-là, de vêtements lestés qui permettrait d'assurer un transfert direct avec donc, ce travail de force, de puissance spécifique, de vitesse spécifique sur le terrain. Alors, je vous ai mis un lien, si ça vous intéresse, pour avoir davantage d'informations quant à cette technologie. Donc, l'intérêt de cette technologie, c'est que vous pouvez appliquer des lestes sur toutes les parties du corps. Or, bien évidemment, on a un gilet lesté où on peut appliquer des petites plaques de plomb allant de 50 à 200 grammes. Donc, c'est très fin, que vous pouvez appliquer également sur des cuissards. Donc, on peut lester les quadrilles, les ischios, les fessiers. On peut également lester prioritairement les mollets, on peut lester également les bras. Voilà, vous pouvez définir le lest précis sur différents membres du corps. Une étude récente a été réalisée, et je vais vous parler du protocole de suite, auprès de joueurs de foot. Cette étude consistait en un entraînement de 8 semaines et les joueurs portaient ces vêtements lestés simplement sur les mollets. Bien sûr, les lestes appliquées étaient progressifs. Les premières semaines d'entraînement, ils appliquaient seulement 200 grammes et les dernières semaines d'entraînement, ils appliquaient 600 grammes. Donc, ils appliquaient ces lestes au cours de 2 à 3 échauffements par semaine, simplement. Donc, les résultats sont les suivants. Alors, il y a pas mal de réponses, il y a beaucoup de réponses qui sont individuelles, mais on peut voir que pour le groupe qui portait les vêtements lestés, on a pu remarquer, simplement au cours de 2 à 3 échauffements par semaine, je précise bien, on peut voir qu'à l'issue de cette période d'entraînement, on a pu observer des gains de performance au cours des sprints de 10 et 20 mètres, plus d'accélération,
pour une grosse proportion du groupe par rapport au groupe contrôle, par rapport à un groupe contrôle qui ne portait aucun lest. Donc voilà. C'est une technologie en tout cas qui paraît pertinente. Et je pense que beaucoup d'études vont se succéder pour mesurer les effets de cette technologie. Voilà. Alors, ce qu'il est important de retenir au cours de cette présentation, c'est que pour travailler, pour optimiser le changement de direction et le changement de rythme, on peut faire appel à deux grandes catégories de méthodologies. Les entraînements non spécifiques avec les exercices unilatéraux, pliométriques, d'isométrie maximale, d'excentrique rapide, ça peut être une piste intéressante. Les entraînements spécifiques réalisés sur terrain, base de déplacement, très techniques, les exercices généraux, les exercices intégrés, les fameuses séquences de rugby vitesse. Malgré tout, on en a parlé au début de notre intervention, en sport collectif et dans bien d'autres sports, la composante linéaire du sprint n'est pas à négliger. La composante d'accélération est très importante. Les dimensions de force et de puissance musculaire sont très importantes. Et là, je fais référence à la Velocity Based Training Method, qui est très importante afin d'optimiser ces gains musculaires de force et de puissance pour être plus performant sur ce côté accélération, les premiers mètres de démarrage en ligne droite. Donc, la vitesse maximale, où là, le sprint en résistance et la survitesse pourraient être pertinentes pour optimiser la vitesse maximale d'un joueur. On peut parler aussi de pliométrie. Et à 7, on a la dimension de maintien de vitesse, car les joueurs peuvent répéter régulièrement des sprints supérieurs à 50 mètres au cours d'un match. Donc là, la technique de course est très pertinente. Bien sûr, elle est pertinente sur toutes les premières phases décrites, d'accélération, de vitesse maximale, bien sûr, de changement de direction également. Mais peut-être qu'elle a une dimension encore plus importante sur ce maintien de vitesse. Voilà. Et bien sûr, une dimension donc métabolique sur ces sprints longs. On a parlé de cette nouvelle technologie de vêtements lestés avec la possibilité d'application de lest sur différentes parties, sur différents membres du corps qui pourraient donc, ces vêtements pourraient être appliqués sur l'ensemble de ces méthodologies. Pourquoi pas lors d'efforts pliométriques réalisés en salle, pourquoi pas lors des séances intégrées, lors des duels réalisés 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, pourquoi pas sur des modalités de jeu réduit. Et bien sûr, ces lestes peuvent être appliqués sur des entraînements de vitesse réalisés de manière linéaire en ligne droite. Voilà. Donc, c'est bon pour moi. Merci de votre attention. Maintenant, je suis à votre écoute pour savoir s'il y a quelques questions. Alors, peut-être qu'on me dit que Eric avait une question. Eric avait une question à me poser. Donc, je suis à ton écoute, Eric. Eric est peut-être parti. Non, je vois rien du tout. Bon, désolé, il y a un petit bug. Donc, on va me faire part de la question. Désolé, Eric, je ne peux pas entendre ou je ne sais pas si tu es encore là. Je vais prendre l'ordinateur et lire directement ta question. Donc, la question d'Eric est: faites-vous une distinction entre un entraînement spécifique RFD avec un départ vitesse 0 et un entraînement spécifique RFD lors de changement de direction? Je suppose qu'il faut prendre en compte les propriétés élastiques des muscles et les propriétés d'accumulation d'énergie, restitution. Alors, très bonne question. En effet, comme j'ai tenté de l'expliquer au cours de cette présentation, on peut
on peut avoir recours à différentes méthodologies d'entraînement pour développer cette RFD. Donc, on peut avoir recours à une dimension pliométrique où là, le joueur peut avoir une certaine vitesse initiale avant de réaliser ses efforts à haute explosivité, à haute intensité. Et on peut aussi avoir recours à des méthodes d'entraînement complètement opposées, telles qu'un travail d'isométrie maximale, donc un travail qui est réalisé, une poussée qui est réalisée sans vitesse de déplacement, mais une poussée maximale qui est réalisée contre un point fixe. Donc moi, pour répondre un peu plus précisément à cette question, il me semblerait pertinent, en tout cas, d'associer ces méthodes. Et c'est le travail que j'ai voulu faire passer au cours de cette intervention. Je pense que, et c'est très facile en plus à appliquer en salle de musculation, d'associer un travail d'isométrie maximale où le joueur va exprimer un haut niveau d'explosivité avec un travail pliométrique qui assure en quelque sorte un transfert du geste dans une modalité un peu plus spécifique et terrain. Voilà. Donc, y a-t-il une autre question? Renaud? Une question de Renaud. Bonjour. Ouais, bonjour Renaud. Désolé, je n'entendais pas avant. Je ne sais pas si tu as activé ton micro ou pas. Mais... c'est Ronan, pas Renaud, c'est pas grave. C'est Renan. Ronan, pas Renaud. Ronan, ok. Pas Désolé, parce que mes collègues me soufflaient. Je n'avais pas accès à l'écran, donc ils me soufflaient ton prénom et je n'entendais pas très bien. Désolé, pardon. Pas de souci. Donc ouais, moi j'aurais eu deux questions. La première, ça aurait été déjà merci pour la présentation, très intéressante. Et vous travaillez du coup les changements de direction en unilatéral, bilatéral, etc. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous le travaillez également avec un temps de repos très court pour permettre à l'athlète, surtout à 7 où le match dure moins d'un quart d'heure, pour permettre de répéter cet effort-là à très haute intensité un maximum de fois possible avec le plus haut niveau de vitesse possible aussi. Ouais, bien sûr, ça peut nous arriver parce qu'en effet, ce qui est pertinent et un des facteurs de la performance à 7, qui est très énergétique, c'est de répéter et être efficient sur la répétition d'efforts à haute intensité. Donc les efforts de sprint et de changement de direction en font partie. Malgré tout, quand on utilise cette méthodologie d'entraînement qui est plutôt plus ou moins contextualisée, comme tu as pu voir, on essaye d'appliquer des temps de récupération plutôt complets car on veut vraiment optimiser l'intensité que le joueur pourra mettre sur ses efforts. Voilà, on décompose vraiment ses efforts. Par contre, des situations d'entraînement que l'on affectionne beaucoup et qui nous permettent d'avoir naturellement une répétition d'efforts à haute intensité, dont les sprints avec des changements de direction, c'est le jeu réduit. Voilà. Donc, c'est des formes d'entraînement qu'on utilise régulièrement. Les jeux réduits, il y a différentes variables. On peut jouer sur le nombre de joueurs, la surface du terrain. Donc, quand on veut vraiment proposer aux joueurs une répétition de phase d'accélération, de décélération, de freinage, de changement de direction, on va privilégier des formes de jeux réduits plutôt petits. Donc, on va chercher une grosse densité de joueurs sur un espace donné, plutôt petit espace. Et on sait que forcément, le joueur, dans une situation de jeu, sera confronté à répéter, à enchaîner des phases d'accélération, de freinage, décélération, avec des temps de récupération plutôt réduits entre ces efforts. Parce que le 7, déjà, par définition, c'est énergétique. Par définition, c'est un sport effectif réduit par rapport au 15. Mais on peut chercher aussi à faire du 4 contre 4, 5 contre 5, 6 contre 6. 4 contre 4, c'est le minimum parce qu'en dessous, il n'y a plus de notion de tactique. Mais voilà, un 4 contre 4, 5 contre 5, le joueur, on sait qu'il va être énormément concerné par le jeu. Donc, c'est intéressant pour avoir de la répétition de ce type d'effort. Ok, très bien, merci. Et j'avais une deuxième question, c'est par rapport aux sortes de gilets lestés sur tout le corps, là, au niveau des mollets,
de la cuisse et le gilet lesté plus classique. Est-ce que dans les études que vous avez citées, est-ce qu'il y a une zone dite entre guillemets optimale pour placer ces lestes? Parce que le gilet qui soit placé sur le torse ou alors au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse ne va pas avoir les mêmes incidences d'un point de vue déjà technique et d'un point de vue mécanique. Un gilet au niveau du mollet risque d'altérer par exemple la technique au niveau du genou ou de la cheville, alors qu'un gilet au niveau du torse va surtout, à mon avis, qui est très humble, augmenter la demande au niveau de la force neuromusculaire pour l'accélération sans gêner en soi les articulations de la cheville et du genou. Ouais, non, mais bien sûr, on s'est posé ces questions et je pense qu'il y a pas mal d'équipes de scientifiques de recherche qui continuent à se poser ces questions. On est vraiment au balbutiement des recherches quant aux effets de cette technologie de vêtements lestés autres que le gilet. Hein. Il y a aussi les dimensions de gainage qui peuvent rentrer en jeu aussi quand on applique ces résistances sur le haut du corps. Sur les bras. En effet, il y a plein de choses qui peuvent influencer la contrainte nerveuse, musculaire, de coordination, technique. Il y a plein de choses qui peuvent influencer cette contrainte. Est-ce qu'on place ces charges de manière proximale, distale? Quelle charge également? Donc, pour ne pas dénaturer le geste, en effet, il faudrait plutôt rester sur des contraintes sur des charges, sur des poids supplémentaires plutôt limités. Donc honnêtement, je ne saurais pas t'en dire plus à l'heure actuelle parce qu'on attend simplement les futures recherches sur cette thématique. Mais en effet, la manière dont tu appliques ces charges va avoir un impact sur le quadri, plus sur le quadri, en relation à l'ischio, en relation au fessier. Ça peut vraiment influencer, en effet, la contrainte musculaire de tel ou tel groupe musculaire. Donc là, je vous invite à être vigilant à la littérature, peut-être, et à suivre l'actualité dans le domaine. Nous, en tout cas, ça nous alerte et on souhaiterait le tester. Ça nous semble une méthodologie d'entraînement plutôt pertinente pour assurer cette notion de transfert pour des joueurs qui sont plutôt forts, puissants, comme sont les joueurs de rugby. Parfait, on va donc clore ce premier webinaire. Je tiens particulièrement à remercier tous les intervenants pour la qualité des présentations qui ont pu être faites. Avec toujours cet esprit en effet de lien entre la théorie scientifique et la pratique, et ça va être encore bien mis en évidence. Et je souhaite encore une fois saluer le travail qui a été présenté par Patrick de Grenoble, même si je sais qu'il n'est pas seul à le faire, qu'il y a aussi toute une équipe derrière, tout un staff qui investit sur ce projet-là, ce projet de performance. Et un grand bravo pour cette stratégie scientifique d'optimisation de la perf. Et je tiens à saluer ça. Je remercie Julien pour l'animation, la qualité d'animation de ce premier webinaire. Je remercie aussi les participants. Vous avez été jusqu'à 250 participants sur cette première session et je vous en remercie. Je remercie les qualités. Je vous félicite pour les qualités des échanges et des questions qui ont pu être faites. On va clore rapidement parce qu'on a dit qu'on s'arrêtait à 18h30 parce qu'on est tous occupés aussi par d'autres choses et c'est vraiment l'esprit qu'on veut avoir, c'est prendre un peu de temps, 2 heures par semaine pendant un peu plus d'un mois sur des questions qui nous paraissent centrales. Le prochain webinaire aura lieu donc jeudi prochain à 16h30. Il concernera un sujet un peu plus général qui concerne plutôt l'analyse de la performance dans le rugby et faire un état des connaissances dans ce champ-là, et puis un retour d'expérience aussi d'un entraîneur national qui est en charge de cette composante de l'analyse de la performance, et aussi d'évaluer peut-être aussi les perspectives qui vont s'offrir à nous grâce aux technologies. Donc je vous invite à aller voir le programme sur le lien qui vous a été envoyé. Et pour tous ceux qui ont été ravis de ce webinaire, n'hésitez pas à diffuser cette information-là pour créer une communauté dans le monde rugbystique de plus en plus importante et qui pourrait être intéressée par justement ces stratégies d'optimisation de la performance par l'aide des sciences.
Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour même lieu, même endroit et même heure. À bientôt.